Bonsoir à tous. Donc merci d'être venus. Donc moi je suis gérant d'une société qui est située sur Metz, à Synergie Metz, avenue Foch. Spécialisée dans la réalité virtuelle et ses applications pour le monde de l'immobilier non construit. Voilà, donc je fais des expériences de réalité virtuelle de biens non existants. Donc je vais commencer la présentation. Moi ma partie sera sur la réalité virtuelle et Julien sur la réalité augmentée, hein. Mais je vais déjà commencer par un peu vous expliquer ce que c'est que la réalité virtuelle vraiment de façon sémantique. La définition, c'est une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. Donc on parle bien d'immerger quelqu'un dans un environnement qui n'existe pas, donc qui sera généré en temps réel par des logiciels d'image 3D, hein, donc des logiciels actuellement qui sont souvent des logiciels de jeux vidéo. Et la réalité augmentée, donc c'est vraiment très différent. Par contre, c'est les mêmes technologies derrière en général pour générer ces expériences. Donc là, on va superposer la réalité avec des éléments qui sont calculés par un système informatique. Donc là, on parle de rajouter de l'information dans la vie réelle, donc que ça soit du son, des images, de la 3D, des vidéos, etc. Hein, tout ce qui peut être rajouté à la réalité et de la réalité augmentée. Voilà. Donc là, les deux images d'illustration, la deuxième, c'est une tablette hein, qui permet de faire l'interface pour générer les fameuses rajouts d'informations sur... donc là, on est dans un magasin, et puis on rajoute des étiquettes qui permettent voilà, de voir où sont les produits soldés en temps réel. Donc pour ma partie, donc la réalité virtuelle, donc pour vous expliquer un peu ce que je vais vous dire ce soir, on va parler d'une première grosse partie un peu sur les technologies, faire un point des technologies accessibles sur le marché pour pouvoir se procurer des expériences de réalité virtuelle, les casques, les accessoires et puis les nouveautés qui vont arriver à partir de 2019. Et ensuite, il y aura une deuxième partie un peu plus ludique où il y aura pas mal de vidéos sur des exemples d'applications qui sont liées au commerce, à l'industrie et à l'immobilier. Donc pour parler technologie, la réalité virtuelle, ça date pas d'hier, hein. La première expérience de réalité virtuelle date de 1956, le Sensorama. C'est une machine qui permettait de reproduire des sons, du toucher, des odeurs. C'est un projet de laboratoire purement expérimental qui a débouché sur rien de concret, mais déjà à l'époque on s'intéressait donc à l'immersion dans un monde imaginaire par l'intermédiaire de ces deux grosses machines que vous avez là. Ensuite, plus près de nous, on a eu en 95 Nintendo qui a lancé le Virtual Boy. Donc on voit quelqu'un qui est accroupi devant sa table avec la tête dans un casque, avec une manette de jeu vidéo. Bon, ça n'a pas eu le succès escompté, hein, parce que la qualité graphique était très médiocre et surtout ça rendait vraiment malade. Voilà, donc quelques milliers d'unités vendues. Mais ça reste quand même le premier casque de réalité virtuelle grand public hein, développé par Nintendo donc en 95. Donc le futur de la réalité virtuelle, on l'imagine comme ça. Hein, donc c'est une interface, on va dire, plutôt transparent qui permettra de projeter toujours devant les yeux hein, l'utilisateur dans un monde virtuel. Donc voilà, c'est les images qu'on trouve un peu sur Internet sur le futur de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est les casques. Hein, on en entend beaucoup parler. Je pense qu'il y a pas mal de gens d'entre vous qui en ont probablement essayé sur des salons ou qui en possèdent peut-être. Donc on parle de casques qu'on met devant les yeux avec un écran à l'intérieur qui permet de retransmettre donc une scène en 3 dimensions en temps réel et que l'utilisateur va pouvoir faire évoluer par l'intermédiaire soit de manettes ou soit d'autres types d'interfaces. Donc pour parler des casques, on a 3 grandes catégories de casques, dont les casques où on va embarquer un téléphone portable. Donc je parle des casques avec mobile, des casques qui embarquent eux-mêmes leur système d'exploitation, donc ce type de casque-là, qui sont complètement autonomes. On va injecter à l'intérieur une application et ensuite des casques qui sont branchés sur des ordinateurs. Donc celui-là, typiquement le HTC Vive, qu'on va brancher sur un ordinateur et en fait lui n'est qu'un écran et c'est l'ordinateur qui fait tout le travail. Donc dans la première catégorie des casques qui embarquent des téléphones portables, donc on a par exemple l'Oculus, le Samsung Gear, le Gear VR, on va mettre le téléphone à l'intérieur et en fait c'est le téléphone lui qui fait tout le travail.
Donc c'est pareil pour le cardboard hein, qu'on a ici. Alors pour vous donner un ordre d'idée de prix, ça vaut 100 euros. Et un cardboard comme ça vaut 5 euros. Hein. Donc ce qui est important, c'est le téléphone qui va dedans, c'est lui qui va faire le prix. Donc on va mettre des téléphones comme ça. Donc le Note, là c'est un Note 8. Bon voilà, c'est des téléphones qui peuvent coûter plus de 700 euros. Donc on est sur une technologie qui permet d'être mobile, qui permet voilà, d'accéder à la réalité virtuelle de façon peu onéreuse, hein, parce que tout le monde a un téléphone maintenant, bon, dernière génération. Ça, c'est la première techno. La deuxième techno, bah, c'est celle que nous, on utilise chez Cognitic. Hein, c'est des technologies branchées sur ordinateur. Donc là, on a le HTC Vive. Donc, les deux gros concurrents, c'est HTC Oculus. Donc Oculus, qui est une marque qui a été rachetée par Mark Zuckerberg en 2014 pour la modique somme de 2 milliards d'euros. Donc les deux là se taillent vraiment la grosse partie du marché. On parle de plus de 80% de part de marché pour ces deux casques. À l'heure actuelle, ils reviennent à peu près à égalité en termes de part de marché. Hein. Le HTC Vive a été vraiment précurseur, mais l'Oculus vient de le rattraper dernièrement parce qu'il est moins cher. L'image est un petit peu meilleure et surtout, voilà, dans la gamme Oculus, il y a d'autres casques qui arrivent sur le marché qui vont être très très prometteurs. Alors bien sûr, à tout ça, il faut rajouter un ordinateur, hein, donc faut une bête de course hein, quand même pour faire tourner ces casques-là. On parle d'ordinateur de gamer, on est à peu près à 2000 euros. Ça marche avec ce portable-là qui vaut 2000 euros à peu près, ou avec des tours équivalentes, avec des grosses cartes graphiques qui valent 2000 euros. Donc là, on est sur des casques, pour l'instant, qui ne sont pas très répandus chez le particulier, parce qu'on a une configuration qui est quand même à 2500 euros, qui n'est pas accessible à tout le monde. Et surtout, les usages qui peuvent en être faits sont encore assez limités et très réservés aux jeux vidéo. Alors voilà, les fameux casques on appelle standalone, donc les casques embarquent leur technologie. Donc on a l'Oculus Go, hein, on est toujours chez Oculus, donc, qui appartient donc à Facebook. Là on est sur une technologie là, par contre beaucoup plus accessible, on est à 219 euros pour ce modèle-là. Et on a le fameux HTC Vive, hein, donc bon, Oculus et HTC vraiment se tirent la bourre sur tous les secteurs du marché, donc ils fournissent tous chacun leur solution dans tous les secteurs du marché. Donc là le HTC Vive Focus qui va sortir, hein, on l'attend. Qui va être un peu plus cher. On est sur des qualités d'image, voilà, on va dire 3K. Hein, on va parler en K d'image. Donc actuellement, on est sur 2K pour une image comme ça. Là, on passe en 2K et demi, on va dire 3K. L'HTC Vive Focus aussi sera sur du 3K. Voilà, ce qui est important, c'est de voir dans l'avenir, parce que bon, on va dire que 2 et 3K pour une image, c'est pas encore suffisant pour être vraiment immergé. Donc on est bien immergé, mais la qualité de l'image se voit. On voit un léger flou à l'intérieur du casque. Donc ce qui va arriver sur le marché, c'est des casques qui vont vraiment révolutionner la réalité virtuelle. Donc on parle du Pimax en 5K ou en 8K. Donc là, carrément, on est sur un casque 8K, donc 4K par œil, donc une image photoréaliste devant chaque œil. Une qualité d'image sans précédent. Hein. Le Pimax a été dévoilé au CES au mois de janvier, le 8K. Donc apparemment, il a vraiment des retours ultra favorables. Les premiers Kickstarter de Pimax ont été livrés au mois de septembre, hein, donc c'est des développeurs. Hein. Donc des applications sont en train d'être développées sur ce casque-là. Il faut savoir que pour comparer une image 2K à une image 8K, voilà un peu la différence qu'on peut avoir. Donc ça va nous permettre, alors toujours, hein, il faut toujours un PC, on est toujours sur les mêmes configurations de PC hein, que sur les casques branchés, hein, des cartes graphiques semi-professionnelles de gamers, on va dire. Le Pimax, lui, va en plus avoir un champ de vision qui va être vraiment élargi. Hein, donc on parle de plus de 200 degrés de champ de vision, donc le champ de vision pratiquement humain. Donc une qualité 8K avec un champ de vision pratiquement humain, ça va vraiment vous immerger dans un monde là où vous aurez plus les limites du casque autour des yeux. Donc on va vraiment arriver à une qualité très 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 intéressante qui va normalement permettre de développer encore plus les applications de réalité virtuelle et l'intérêt du public. Hop, attends pour moi. Voilà, et on a donc ça a été annoncé il y a quelques jours, hein, Oculus, qui va lancer l'Oculus Quest. Donc on a des prix là qui sont très très faibles, hein, 350 € à peu près. Donc l'Oculus Quest, c'est un casque standalone, mais avec des manettes, donc des contrôleurs, qui vont permettre d'interagir à l'intérieur de la réalité virtuelle, et surtout
un déplacement libre sur 370 mètres carrés. Donc là, on va pouvoir se déplacer dans une pièce vide de 370 mètres carrés. Donc on imagine visiter un magasin de 370 mètres carrés complètement en réalité virtuelle et de se déplacer physiquement à l'intérieur. Donc ce casque-là est très attendu, hein. Alors il faut savoir qu'au niveau techno, qu'est-ce qui permet de se déplacer librement dans 370 mètres carrés, c'est qu'il embarque, je ne sais pas si on les voit, il y a 4 petites caméras dans les coins qui vont en fait traquer l'environnement dans lequel il se trouve et détecter les mouvements de l'opérateur dans cet environnement et ainsi faire, on va dire, évoluer l'image qu'il a devant les yeux en fonction de ses déplacements dans cet environnement. Donc en fait, avec l'Oculus Quest, on va dire que Oculus va couvrir le spectre complet des applications, donc le standalone classique, le standalone vraiment sur une surface énorme et le casque branché avec l'Oculus Rift. Donc voilà pour les techno casques. Ensuite, on a tous les accessoires qui vont autour de la réalité virtuelle. Et là, par contre, là, on a une profusion de techno qui arrivent, qui vont permettre d'interagir dans la réalité virtuelle. Donc on a les fameux gants VR, donc les gants haptiques. Donc c'est des gants qui vont permettre de voir ses mains dans la réalité virtuelle, d'interagir avec l'environnement. Et pourquoi pas par la suite d'avoir un retour de sensation au niveau des mains, hein, donc du toucher, de la chaleur et plein d'autres choses, j'imagine. On a les combinaisons haptiques. Donc là, c'est des combinaisons qui permettent de renvoyer des sensations sur le corps. Donc on a la fameuse Tesla Suit là, qui va bientôt sortir. Ces combinaisons sont vraiment surtout utilisées dans le jeu vidéo hein, pour avoir les effets d'impact de balles. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la réalité virtuelle est très axée sur les jeux de shooting. Donc là, on va avoir un retour d'impact de balles sur tout le corps. Mais pourquoi pas par la suite, on pourra avoir l'effet de sentir la pluie, l'effet de sentir la chaleur. Donc ça, c'est les combinaisons haptiques. Donc les premières vont sortir en 2019, vraiment, enfin les premières intéressantes. Ensuite, on a tout ce qui va être interface de simulation de déplacement. Donc on a trois grands types hein, les interfaces qui vont permettre de simuler voiture et moto. Ensuite, on a les simulateurs de mouvement type marche et ensuite les simulateurs qui vont permettre de voler comme un oiseau. Donc c'est là où je vous mets quelques petits exemples de vidéos. Donc ça, c'est un simulateur de marche qui est chinois, qui s'appelle 4VR. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'opérateur est sur une embase un peu sphérique dans laquelle il va marcher. Et en fait, c'est vraiment ces mouvements avec les pieds qui vont faire avancer la scène et qui vont vraiment simuler comme s'il était à l'intérieur du jeu. Donc c'est des artefacts pour vraiment les salles de jeux vidéo à l'heure actuelle. Hein. C'est des dispositifs qui valent quand même à 10 ou 15 000 euros pièce. Donc on ne voit pas ça arriver chez le grand public. Mais par contre, dans des salles d'immersion type salle d'arcade ou dans des showrooms où ils veulent emmener les utilisateurs dans des expériences particulières où on a besoin de se déplacer. En termes de simulateur de vol, là on a un produit français hein, qui s'appelle Hypersuit. Donc en fait là l'utilisateur est installé sur une machine où il va pouvoir avec ses bras diriger son avatar, donc en vol libre comme un oiseau ou comme un Iron Man, hein, c'est un peu l'objectif. Donc il pilote vraiment, là il est à Dubaï en train de voler. Donc on voit bien qu'il maîtrise vraiment la scène avec donc son simulateur de vol. Ça c'est un produit qui a été présenté il y a 2 ans maintenant au CES, en 2017, et qu'on peut précommander à l'heure actuelle. Hein. Ça c'est un produit qui vaut 10 000 euros, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est un produit vraiment destiné aux salles de jeux vidéo. Donc en termes d'application pour la réalité virtuelle, vous l'avez compris, à l'heure actuelle on est très orienté gaming. Hein. Donc jeux vidéo, on a pas mal d'artefacts pour tout ce qui est jeux vidéo, retour de sensations, mais pas que en fait. Donc je vais vous donner un peu d'exemples d'applications liées au commerce, à l'industrie et à l'immobilier. Donc dans le commerce, en fait, la réalité virtuelle est surtout utilisée pour montrer à des gens des choses qui n'existent pas. Bon là en l'occurrence on est chez Audi. L'idée c'est quoi? C'est que la personne est immergée dans une scène où il y a la voiture au centre et en fait le commercial va pouvoir paramétrer la voiture en fonction de ce que va lui demander le client. Donc changer les couleurs, changer les jantes et la personne va pouvoir tourner autour de la voiture et voir en fait en temps réel la voiture évoluer
et potentiellement rentrer à l'intérieur. Alors là, on est sur une photo montage, hein. C'est pas encore des dispositifs qui sont déployés chez Audi, mais c'est les idées en fait que Audi se fait de la réalité virtuelle, et pas mal d'autres constructeurs automobiles aussi songent à ce type d'expérience, d'immersion, qui vont permettre en fait en une seule zone de 10 mètres carrés de pouvoir avoir tout un showroom virtuel en fait. L'idée c'est quoi? C'est d'augmenter les potentialités de son showroom en pouvant montrer, en montrant plus de véhicules, plus de configurations dans un espace assez limité. Donc on a tout ce qui va être, tout ce qui va concerner le commerce et la vente d'accessoires. Donc là on va plutôt parler de showroom virtuel embarqué sur Internet en général. Donc là je vous montre un exemple de showroom virtuel. Donc c'est un vendeur de sacs. Donc là on est dans une scène 3D. Bon là en fait la scène est pilotée normalement avec un casque. Là j'ai fait une vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc on fait quoi? On arrive avec avoir des interactions avec l'environnement pour faire apparaître des prix, ajouter au panier. Donc on est soit sur une tablette ou un ordinateur, ou soit on va le voir, on peut passer en mode stéréoscopique, casque. Donc là la personne va mettre son téléphone typiquement dans un cardboard, hein, et va pouvoir avec son regard interagir avec l'environnement et voir les produits dans un environnement imaginaire qui peut être vraiment designé à l'image de la marque. En l'occurrence, là, ça doit être Baltus. Donc, il va pouvoir avoir une expérience chez lui, dans son canapé. Là, c'est l'objectif, hein, c'est d'être chez soi et de pouvoir approcher les produits, être en contact avec les produits et pourquoi pas les acheter. Ou après, aller en magasin, ça après, c'est au choix. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un showroom virtuel qui est accessible de n'importe où, en fait. Et pourquoi pas de plus avoir besoin de showroom physique. Après, ça, c'est une autre question. Dans l'ameublement, là, je vais vous montrer une expérience intéressante donc de configuration en termes de mobilier, hein, en réalité virtuelle. Donc là, la problématique de la personne, c'est elle a son salon qui est vide et elle se pose la question, voilà, forcément, où est-ce que je vais mettre mon canapé, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans cette zone-là qu'il souhaite ameubler. Donc la question c'est comment je fais en étant chez moi pour meubler un espace. Donc là la société là, qui s'appelle Vildius apporte une solution qui n'est pas encore commercialisée, mais qui va permettre en fait de scanner la pièce en 3 dimensions. Donc à partir d'un appareil là. Donc il va scanner la pièce et ensuite on passe dans un mode casque smartphone embarqué sur casque, comme le Gear, voilà l'Oculus, le Gear VR, pardon. Et la personne va choisir le mobilier, donc avec un interface manuelle pour faire défiler. Il va pouvoir poser en temps réel le mobilier 3D dans sa scène, se rendre compte que ce canapé-là ne rentre pas, ensuite pouvoir prendre une dimension dans la scène. Alors c'est avec le regard, tout ça que ça se fait, hein. Un pointeur au niveau du regard. Choisir un canapé qui rentre dans l'espace, et puis après, bon, pourquoi pas l'acheter. L'objectif, c'est d'emmener les gens jusqu'au bout de la démarche, hein, d'acheter le mobilier, et puis voilà, après de se le faire livrer sans avoir été dans le magasin, quoi. Donc ça, c'est des nouveaux types de services qui ont tendance qui vont se développer, hein. Ensuite, une dernière application, c'est une promesse là, de ce cuisiniste qui s'appelle Raison. C'est quoi en fait? C'est je viens chez vous, je dessine la cuisine et je vous projette avec un casque dans cette cuisine. Là, c'est vraiment un produit qui est bien spécifique, la cuisine, où justement l'immersion peut vraiment être une réponse à des freins de clients, hein, de projection mentale, hein. Donc on a beau faire tous les dessins, toutes les images qu'on souhaite, l'immersion en 3D va permettre vraiment d'aller plus loin. Donc là, la scène est reconstituée en 3D dans le casque avec la cuisine. Et là, la personne va pouvoir en fait interagir même avec sa cuisine. Donc là, on est vraiment sur une qualité de rendu qui est un peu fantasmée, hein. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire des rendus temps réel aussi qualitatifs, mais par la suite, pourquoi pas. Donc là, la personne peut manipuler les tiroirs, se promener dans sa cuisine, j'imagine, hein. C'est la promesse du cuisiniste, hein. Pour l'instant, c'est pas mis en place chez eux, mais c'est la promesse qu'ils nous font pour le futur. Ouvrir les tiroirs, ouvrir les placards et valider tout ce qu'il y a à valider dans une cuisine. Donc là, il se déplace chez les gens, en fait, hein.
Voilà, ça c'était pour le commerce. Pour l'industrie, en fait, bon, il faut savoir que dans l'industrie, la réalité virtuelle est utilisée depuis vraiment maintenant très longtemps. Dans l'automobile en premier, il faut savoir que chez Renault, ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils utilisent ce qu'on appelle une salle d'immersion pour maqueter leur voiture. Eux, ils utilisent la maquette numérique depuis maintenant des décennies. Donc c'est vraiment de ces industries-là que la réalité virtuelle a pu vraiment se développer. Donc on va utiliser dans l'industrie la réalité virtuelle dans le maquettage numérique, typiquement pour valider qu'un produit numérique est conforme à ce qu'on souhaite. Ça peut être sous n'importe quel biais, en fonctionnalité, faisabilité. Donc tout ce qui va être maquettage numérique. On va utiliser la réalité virtuelle pour valider aussi des postures, de l'ergonomie. Donc on va mettre les gens en situation dans une salle d'immersion devant une maquette numérique. Ils vont pouvoir reproduire des gestes opérateurs et on va pouvoir entre guillemets coter leur posture ergonomique et valider qu'elle répond bien aux standards de l'usine. Là on est sur une validation ergonomique post-opérateur pour les opérateurs. Ensuite, on peut valider avec la réalité virtuelle tout ce qui va être implantation d'ateliers, donc mettre en place des nouveaux îlots robotisés, valider qui rentrent bien dans l'usine, et aussi pouvoir, pourquoi pas, les modifier en temps réel, donc bouger les machines en temps réel, et pouvoir ainsi affiner tout ce qui va être implantation dans un atelier nouveau. Et ensuite, donc là, c'est des applications qui commencent vraiment à se développer, c'est tout ce qui va être formation. Donc là, j'ai pas de vidéo là-dessus parce qu'il y en a plein qui existent. Donc on parle de valider de la formation, par exemple, de l'évacuation incendie, par exemple, du post-opérateur, donc valider, former un opérateur à son environnement de travail. Là, en l'occurrence, l'image qu'on a, c'est une formation au pilotage d'un engin de chantier. Donc là, ça se fait très bien en réalité virtuelle, soit avec un casque, soit avec des écrans. Il y a des entreprises, même régionales, qui font des choses là-dedans. Donc voilà, au niveau de l'industrie, en fait, on a vu que ça peut balayer vraiment un énorme spectre d'utilisation à la réalité virtuelle et que ça peut répondre à pas mal de besoins. Et ça commence à vraiment à prendre son ampleur dans l'industrie. Et enfin, dans l'immobilier, donc la partie qui me concerne plus, que je connais bien. Donc là, je vais vous montrer deux applications. Donc nous, ce qu'on fait chez Cognitic, forcément, je vais vous montrer ce qu'on fait. Et une autre application donc au niveau des biens déjà existants. Donc dans le bien non construit, nous, Cognitic, qu'est-ce qu'on fait ? On propose des expériences qui permettent justement de visiter avec un casque qui s'appelle HTC Vive, ici, qui est branché sur un PC. On propose à un client qui souhaite acheter un bien non construit de le visiter. Donc là, on est sur un bien qui est chez De Mathieu Hébert, notre client De Mathieu Hébert, qui est un projet qui va être construit sur Thionville. Donc on part des maquettes 3D que nous donnent les architectes, on va les meubler, les texturer. Et en fait, avec les manettes que vous voyez dedans, on va pouvoir intervenir à l'intérieur de la visite pour pouvoir déjà, dans un premier temps, se promener, parce que c'est l'objectif dans un premier temps, c'est de s'immerger dans un bien en 3 dimensions à l'échelle 1. Et ensuite, pourquoi pas intervenir, alors je vais avancer un peu parce qu'elle dure un peu longtemps. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'intervenir sur le bien. Donc là, par exemple, ici, typiquement, alors bon, on a matérialisé tout le bâtiment, voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir modifier les matériaux en temps réel, de faire des choix, on va dire, acquéreurs. Donc là, en l'occurrence, on change le carrelage de la cuisine. Le carrelage est issu de la bibliothèque que nous a donné le promoteur. On le met en place dans notre interface. Et en temps réel, les gens vont pouvoir, dans la visite, faire un choix de finition. Et par la suite, pourquoi pas, ça peut générer un compte-rendu qui peut être signé par le client en vue de réalisation. Donc là, il va changer la texture des façades de cuisine. Il va changer des couleurs de murs. Il va pouvoir changer des matériaux de sol, du carrelage, du parquet. Donc tout ce qu'on peut imaginer faire dans on va dire en physique, en réel, on va pouvoir le faire en virtuel, mais beaucoup plus rapidement. Voilà, donc repeindre son mur, le mur derrière son lit. On peut aussi, nous, on propose aussi des scènes libres, vides de meubles, qui permettent après, en temps réel, de mettre en place son mobilier. Donc là, on va mettre une table, on va meubler le salon.
Donc là, ça permet aux gens, en fait, outre se rassurer sur les proportions du bien, ça permet aussi on va dire, de s'accaparer le bien, on va dire, d'en prendre possession avant même qu'il soit construit. Donc ça crée en fait un lien émotionnel entre l'appartement et le futur acheteur, qui va beaucoup plus loin que des plans 2D, voire même des images photoréalistes. Voilà, donc ça c'est ce que nous on fait. Ensuite, je vais vous présenter une autre technologie qui est sur les biens existants. Alors, on parle de réalité virtuelle, mais on est vraiment à la marge là, parce qu'on est sur de la visite immersive de biens existants. Donc, on est sur une technologie américaine qui permet donc de scanner un bien existant. Donc là, c'est moi qui manipule hein, en temps réel. Là, je suis sur Internet, donc ça permet en fait d'évoluer dans le bien comme si on se promenait dans un bien. Donc là, je suis sur mon PC, mais je peux le mettre aussi dans un casque. Hein. Si j'ai un casque, hop, je bascule sur un cardboard, sur un téléphone. Et là, en fait, cette technologie permet de faire visiter des biens à distance en agence. Donc, par exemple, typiquement, vous avez un étudiant qui vient, qui veut choisir un appartement, plutôt que de l'emmener à travers toute la ville visiter 15 biens, vous le mettez en agence donc avec vous derrière un écran, hein, ça suffit. Et vous pouvez lui faire visiter en temps réel tous les biens de votre catalogue. Et ensuite, forcément, la visite réelle est importante. Il fera une présélection et vous pourrez aller affiner sur les 3 derniers biens qui restent. Plutôt que d'en visiter 10, vous en visiterez plus que 3. Donc là, vous allez gagner énormément de temps. Ensuite, vous pouvez le mettre dans le casque pour l'immerger à l'intérieur. Donc ça lui permet aussi de voir un peu les volumes. Et surtout, c'est une techno qui permet de voir donc le bien en 3 dimensions, en 2 dimensions, de voir un plan vu de dessus. Hop, si je l'ai, si j'ai accès, voilà, plan vu de dessus. Voilà. Donc ça, c'est un bien typique, en général, qui est utilisé par les agents immobiliers, qui commence à être assez connu hein, en France, qui s'appelle Matterport, et qui commence à être vraiment déployé aux États-Unis, mais en France, bon, qui connaît un développement assez timide, malgré, on va dire, l'expérience exceptionnelle hein, qu'on a derrière ça. On peut même rajouter des points d'intérêt. Donc ça, il faut savoir que c'est des scènes de visite virtuelle qui sont embarquables sur Facebook, sur votre site internet, sur plein de supports, qui permettent aux gens de leur canapé aussi d'y avoir accès, quoi. Donc voilà pour l'immobilier et ses applications. En conclusion, je vais faire simple. La réalité virtuelle peut s'appliquer en fait à tous les domaines d'activité. Il n'y a pas un domaine d'activité où on ne peut pas trouver une application avec la réalité virtuelle. Mais en particulier, elle permet vraiment de répondre à une problématique, c'est de rassurer quelqu'un sur quelque chose qu'il ne peut pas voir en physique, quoi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, elle se développe beaucoup dans l'immobilier. Hein. On parle des promoteurs constructeurs qui font de la vente en état futur d'achèvement. Mais on parle aussi des cuisinistes, des agenceurs, des architectes d'intérieur, des architectes tout court. Elle permet aussi, pour tout ce qui va être commerce, d'augmenter sa surface de vente en rajoutant un magasin virtuel ou en projetant son magasin sur Internet pour que les gens puissent y avoir accès de chez eux. Donc là, on peut imaginer plein d'applications possibles. Dans l'industrie, maintenant, elle est couramment utilisée, que ce soit en salle d'immersion ou avec des casques. Hein. Donc, toutes les ingénieries du transport, hein, dès qu'il y a je parle d'automobile, ferroviaire, naval, dès qu'il y a vraiment de la grosse ingénierie, ils utilisent la réalité virtuelle, alors, à des fins de communication aussi, mais aussi pour les ingénieurs pour valider de la montabilité ou autre. Donc, elle est, comme je l'avais dit, très utilisée dans la formation. Elle permet en fait, donc pour synthétiser, vraiment un gain de temps dans les explications. Donc vous immergez les gens dans une scène de réalité virtuelle, ça vous permet de ne pas avoir à leur expliquer comment est agencé le bien. Donc là, vous allez gagner du temps et surtout, vous allez rassurer votre acheteur, surtout par rapport à des proportions d'un bien acheté, mais aussi par rapport à de l'agencement ou à, je sais pas, la couleur de sa nouvelle voiture. Alors les freins à l'heure actuelle sont de 2 ordres. Hein. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la réalité virtuelle ne se développe pas autant que les études l'avaient imaginé. C'est le coût d'équipement. Donc les particuliers ne s'équipent pas parce qu'il y a 2500 € à mettre. Donc ceux qui s'équipent à l'heure actuelle, c'est plutôt des geeks ou c'est plutôt des développeurs. Et à l'heure actuelle, la qualité graphique des casques est encore
un petit peu limite pour vraiment emmener les gens dans une immersion complète. Donc, on va dire que l'avenir de la réalité virtuelle est tout tracé, hein, c'est l'augmentation de la qualité des casques et la baisse des coûts qui va permettre de pénétrer les foyers et de pouvoir vraiment démocratiser cette technologie, hein. Alors on ne parle pas de démocratiser ça dans les 2 prochaines années, mais dans les 10 prochaines années. Donc avec les casques que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à Julien, donc le président de Twise, qui va vous parler de réalité augmentée. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Julien Trombini, je travaille pour Twise, qui est une société qui est spécialisée à la fois sur l'intelligence artificielle et un peu de réalité augmentée. La grosse différence avec ce que l'on vient de vous présenter, c'est le fait que la réalité augmentée intègre des images que l'on a en face des yeux. C'est dans un cadre réel, comment réajouter de l'information pour pouvoir avoir une expérience qui peut être une expérience client ou une expérience utilisateur tout simplement, qui est augmentée par rapport à ce que l'on peut voir dans le cadre réel. Donc, le point qui est très important sur la réalité augmentée, c'est ce que vous voyez là sur ces 2 images, c'est en fonction de ce que l'on peut voir avec nos yeux, comment on peut obtenir de l'information supplémentaire qui nous permet de prendre une décision. D'un point de vue business, pour des commerçants, ça peut être capable de qualifier les achats d'une personne, être capable de reconnaître une personne, ou tout simplement d'avoir une étude sur le nombre de personnes passées, en ayant accès aux vidéos. Donc c'est des technologies qui s'intègrent très facilement dans des smartphones comme celui-ci, mais ça peut être appliqué également sur des postes ordinateurs. Il y a moins de limitations technologiques que sur la réalité virtuelle, et c'est embarquable quasiment sur toute surface, tout mobile ou tablette. Le point qui peut être un peu problématique avec ce genre de technologie, notamment puisqu'elles utilisent des caméras, ce sont les questions qui sont relatives à la donnée privée. Est-ce que la caméra enregistre de l'information? Si oui, est-elle stockée quelque part? Et l'avantage des technologies, de la quasi-totalité des technologies en réalité augmentée, est qu'elles ne stockent pas du tout d'informations, pas d'informations filmées. Donc il n'y a pas de problème de données privées stockées sur une base de données. Et c'est facile à utiliser pour les commerçants. Et on ne rencontre pas de problématique de ce type. Vous avez un petit schéma où sur la partie de gauche, on a effectivement les flux vidéo qui sont entrants. Un algorithme qui traite ces flux vidéo en fonction de ce que vous voulez afficher. Alors ça peut être des algorithmes très basiques, comme un changement de couleur ou comme un petit pop-up qui apparaît sur un produit identifié. Et ça peut être des algorithmes aussi beaucoup plus complexes qui, eux, ont la faculté de reconnaître les choses et de prendre une décision en fonction de ce qu'ils reconnaissent. On verra ça un petit peu plus en détail. Et enfin, sur la partie de droite, dans la petite loupe, vous avez le rendu qui est ce que l'utilisateur va être amené à visualiser. Pour vous donner un exemple de ce que la réalité augmentée peut donner, si vous êtes en train de visualiser une salle avec votre smartphone ou avec un système de vidéosurveillance, elle est en mesure d'identifier un objet, donc de vous dire que à cet endroit-là, il y a un objet. Quel est cet objet? De le qualifier comme étant une valise, dans le cas présent, et en plus de ça, de vous dire que cette valise est abandonnée ou isolée. Donc c'est un cas d'application très précis qui peut être très utile dans le domaine de la sécurité, on pense directement aux aéroports, mais qui peut être aussi utile chez un commerçant, puisqu'une cliente peut oublier son téléphone portable, elle peut oublier son sac à main. Et dans ce cas-là, ça permet de faire un retour client qui est beaucoup plus rapide et aussi d'être extrêmement réactif sur des problématiques très précises. Donc dans la sécurité, mais dans le marketing, dans la vente, ça marche tout aussi bien. Là, je vais vous passer un petit extrait de vidéo sur la réalité augmentée et vous allez voir qu'à chaque fois, l'utilisateur ou l'utilisatrice utilise un téléphone portable ou une tablette pour visualiser à la fois ce qu'elle a devant ses yeux et les images qui sont rajoutées à la réalité. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir visualiser un endroit, quel qu'il soit, et de se poser la question,
Est-ce que j'aime cet emplacement, oui ou non? Et comment est-ce qu'il évolue en fonction de changements climatiques? Ou ici, repérer un objet, qui en l'occurrence est une ligne de tramway, et en fonction de cet objet repéré, quelles sont les options qui me sont disponibles? En l'occurrence, c'est cliquer sur le tramway et être capable d'automatiquement acheter son pass pour le prochain transport. Donc, la réalité augmentée a ce côté où il faut qu'elle soit réactive avec l'environnement en temps réel pour que l'utilisateur puisse actionner des fonctionnalités. Alors ici, c'est une deuxième vidéo où, dans cet exemple-là, on fait face à une problématique où l'utilisateur ne connaît pas ce qu'il est amené à regarder. Alors bien sûr, il sait que c'est un bâtiment, mais en l'occurrence là, elle recherche une salle ou un endroit où elle doit se rendre, et grâce à l'empreinte du bâtiment, on est capable de lui dire immédiatement où elle doit aller, où se situe la salle dans laquelle elle doit aller. Ici, c'est un hôtel, elle veut réserver une chambre d'hôtel, elle a les chambres disponibles, directement localisées sur son téléphone et sur le bâtiment, et ça lui permet de directement réserver sa chambre, la choisir en fonction de l'emplacement de la chambre et de la qualité du bien. Ça permet vraiment ça permet à l'utilisateur de s'approprier à la fois l'expérience et d'avoir un lien beaucoup plus affectif avec la personne, l'organisme qui va lui vendre, ici en l'occurrence la chambre pour une nuit ou pour une semaine, peu importe, mais aussi ça peut être sur des biens comme la visite d'un bien immobilier ou comme la commercialisation de vêtements. C'est vraiment applicable à tout un tas de produits, quels qu'ils soient. Ici, vous allez voir, c'est l'application de la réalité augmentée dans un espace où un client cherche à meubler pour certainement son entreprise. Et la question, c'est peut-être quelles sont les couleurs que je souhaite utiliser, mais aussi quel est le nombre de bureaux que je veux installer, comment puis-je les bouger pour que je sois le moins limité dans l'espace. Donc c'est vraiment une liberté d'action et l'avantage de mélanger à la fois le côté réel, qui est très intuitif pour nous, et ces petits objets qui sont rajoutés ici et là pour permettre de se représenter un achat potentiel. Et enfin, sur cette dernière vidéo, là c'est le cas où on a trop d'informations. Donc effectivement, ce qu'on vient de vous dire sur ce que je viens de vous dire sur la réalité augmentée, c'est qu'elle peut afficher tout un tas d'informations. Je repasse cette vidéo qui permettent d'afficher des données sur à la fois un bâtiment, sur sur le climat, sur une localisation. Et si on est amené à mettre trop d'informations, on est noyé par l'ensemble de l'information sur l'écran et on est incapable de prendre une décision. Donc il ne faut pas du tout perdre de vue le but qui est vraiment de fournir de l'information qualifiée pour l'utilisateur. Maintenant, on va voir un coup. Oui, merci. Maintenant, on va voir des petits cas d'application qui, eux, je vais sortir de la partie graphique, de la partie réalité augmentée. Vous avez bien compris que ce sont des pop-up, des images qui apparaissent pour augmenter la réalité et ce que l'on est amené de voir. Mais je vais partir sur des applications, des algorithmes qui permettent de réagir en temps réel et de fournir de l'information qualifiée. C'est vraiment la partie qui, pour nous, est la plus intéressante. Donc, on est sur une technologie ici que l'on appelle le body pose, donc la représentation du corps dans l'espace. Et cette partie-là peut être soit localisée uniquement au niveau du visage, soit au niveau du corps tout entier. Sur la partie visage, ce qui peut être très intéressant pour un commerçant ou pour tout type d'industriel même, c'est de savoir le temps d'attention qu'une personne a sur un produit donné, ou si c'est une galerie d'art, sur les tableaux, par exemple. Et grâce à ça, on est en mesure de calculer l'angle de la tête, le positionnement de la tête, et de retranscrire en temps réel le positionnement et s'il y a un taux d'attention actif ou passif. Si l'on prend l'exemple du corps tout entier, et là on peut se placer dans la perspective du client, être capable de modéliser son corps, c'est aussi être capable de calculer les distances, et donc grâce à la réalité augmentée, un client qui va dans un magasin de vêtements est en mesure de filmer les vêtements et de savoir en temps réel si le vêtement correspond à son corps, et ne pas avoir à l'essayer. Donc on est sur un gain de temps, et ça facilite l'expérience. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne souhaite pas l'essayer,
Ça veut juste dire qu'il traite l'information beaucoup plus rapidement et il passe de produit en produit sans avoir à regarder les étiquettes à chaque fois. Ici, ce sont deux petits exemples sur le body pose. Bien sûr, il y a un tas d'applications qui existent et il y a quasiment une application par corps de métier. Donc on ne va pas toutes les faire, mais c'est vraiment un outil très puissant. Sur un des autres aspects que l'on peut ajouter à la réalité augmentée, c'est être capable en temps réel de percevoir l'émotion des personnes avec lesquelles nous interagissons. Dans la majeure partie des cas, ce que l'on retransmet n'est pas verbal. C'est bien souvent une position du corps, une mimique du visage. Et quand on interagit avec une personne, alors si c'est une seule personne, c'est beaucoup moins problématique parce que l'on est dans un échange qui est limité. Si on est en train de communiquer avec une salle complète, c'est beaucoup plus problématique pour la personne qui parle, mais aussi pour le compte-rendu de la conférence, de savoir si les gens ont été, petit 1, attentifs grâce à l'algo que je vous ai montré juste avant, et 2, s'ils ont été surpris ou s'ils ont été ennuyés par la présentation. Donc, tous ces algorithmes-là peuvent être ajoutés à la réalité augmentée pour savoir en temps réel si les personnes sont heureuses ou malheureuses, pour grossir les traits. Bien sûr, ça peut être appliqué après à la vente de produits, aux têtes de gondole dans les supermarchés. Tout un tas d'applications sont imaginables. Sur le même, dans la même famille, on est également en mesure de qualifier l'information en fonction des hommes et des femmes. Et là, ça devient extrêmement important pour, par exemple, l'estimation de la fréquentation des lieux. Et aussi être en mesure de faire un compte-rendu sur un centre commercial et pouvoir dire, voilà, sur cette fréquentation, ces jours, le lundi et le mercredi, ce sont principalement des hommes qui sont amenés à visiter le centre commercial, alors que les autres jours, ce sont principalement des femmes. Les segmentations sont multiples, puisqu'on peut après les croiser en fonction des tranches d'âge. Est-ce que les gens sont âgés ou pas? Et ça permet de visualiser l'environnement dans lequel nous interagissons avec de la donnée qui est augmentée. Donc être capable de se dire les zones bleues, ce sont les zones où vont principalement les hommes, et les zones rouges ou roses sont les zones où vont principalement les femmes. Voilà, je schématise brièvement mon propos sur la localisation des zones. Ici, c'est le même type d'algorithme qui combine à la fois ces notions donc de segmentation homme-femme, mais également qui permettent de compter le nombre de personnes et de vous donner un compte-rendu en temps réel d'une surface. Donc vous filmez avec votre téléphone portable et il vous dit en temps réel que vous avez X personnes dans la salle et quelle est la proportion homme-femme. Ça permet aussi d'être couplé à des indicateurs tels que le taux d'attention et ça peut être vraiment pertinent, par exemple, pour des sites comme les musées où il y a un taux de fréquentation élevé et généralement on souhaite que les personnes passent le plus de temps possible à regarder les œuvres, à apprécier ce qui est montré. Donc ce sont tous les types d'analyses qui sont disponibles en temps réel grâce à la réalité augmentée. Des petits cas d'application qui peuvent se voir déployés, bien sûr c'est l'application de la réalité augmentée dans les villes, donc être en mesure de se déplacer dans une ville, d'avoir de l'information sur ce qui est autour de nous, donc de l'information qualitative sur les lieux que nous visitons, mais aussi savoir ces lieux-là, par qui ils ont été visités, est-ce que c'est principalement des hommes, des femmes, est-ce que les gens ont été heureux dans ces zones-là, pour que l'on puisse se déplacer sur les sites où les gens sont le plus heureux. Donc une application qui est bien entendu déployable au niveau de la ville et qui est nomade puisqu'elle est intégrée dans un téléphone portable. Elle peut aussi être extrêmement utile sur des sujets comme les transports en commun et être capable en temps réel de voir si un quai est bondé ou pas. Donc savoir qu'un quai est rempli, c'est à la fois important d'un point de vue sécurité parce qu'on ne veut pas que les gens débordent des quais, ça peut être problématique pour des accidents, mais ça peut être aussi très utile d'un point de vue utilisateur. Si vous savez que le quai est plein, ça veut dire qu'il y a de grandes chances pour que la rame le soit aussi, et donc vous allez être amené à attendre plus longtemps. Si vous savez que les 2 prochains tramways seront pleins, remplis à 100%, il est préférable de passer son temps dans un café plutôt que d'attendre à l'entrée de la gare. Donc c'est des systèmes qui permettent de vraiment vous faciliter la vie. Et bien sûr, c'est applicable aussi à la sécurité, mais c'est un point qui est moins important ici ce soir.
Et c'est le point peut-être qui vous concerne le plus, c'est sur les commerces et les points de vente, et être en mesure en temps réel de fournir de l'information aux commerçants, aux utilisateurs, pour améliorer l'expérience client. Si je devais faire un petit parallèle avec le monde de l'industrie, c'est une technologie qui est aussi extrêmement utile pour déterminer les zones interdites dans une problématique de sécurité, notamment autour des robots. Ce sont des objets qui effectuent des mouvements parfois très rapides, répétés, et qui n'ont pas conscience de leur environnement. Le plus simple, c'est de tracer une ligne au sol pour dire aux personnes ne franchissez pas cette ligne, sinon danger. L'un des systèmes qui est actif et proactif, ce sont des systèmes de réalité augmentée qui identifient directement les personnes, qui reconnaissent une personne et qui permettent de générer un système d'alerte immédiat lorsqu'une personne franchit une zone, sans avoir à regarder chaque zone à l'œil. Donc voilà un peu toutes les applications qui peuvent être utilisées, dans lesquelles la réalité augmentée peut être utilisée. Et le point si je devais résumer mon propos avec un exemple, c'est l'exemple du savoir à la demande. Dans le sens où là, j'ai énuméré quelques algorithmes qui sont passés de l'âge par le genre sur l'émotion et le body pose, mais il existe tout un tas d'algorithmes qui vont bien, pas forcément au-delà, mais qui fournissent un panel plus exhaustif et qui permet de répondre à beaucoup plus de problématiques. Et le savoir à la demande, pourquoi ? Voilà, c'est un autre exemple où un utilisateur prend une photo, en l'occurrence d'un animal qui est un dauphin, et grâce à la réalité augmentée, il est en mesure de savoir quelle espèce il est en train de regarder. Donc on peut appliquer ça au monde animal, savoir, en l'occurrence pour les dauphins, il y a plusieurs espèces, il y a des globicéphales, des grands puces, tout un tas d'espèces de cétacés, et c'est être en mesure avec son téléphone portable de prendre une photo d'une chose que l'on ne connaît pas et avoir la réponse instantanée, savoir ce que c'est. Alors c'est applicable à tout un tas de domaines dans la recherche. On a ici l'exemple des cétacés, mais ça peut être pour les feuilles d'arbres, pour les empreintes d'animaux, pour les champignons, mais ça peut aussi être applicable sur tout un tas de produits dans le commerce, que ce soit des vêtements ou tout un tas d'autres produits. C'est vraiment le savoir à la demande grâce à une photo prise par son téléphone portable. Donc je vais en rester là pour cette présentation, mais gardez en tête que finalement la réalité augmentée est limitée uniquement par son imagination et la problématique client. Il y a quasiment une réponse faite pour toute problématique et le seul point bloquant, c'est le développement d'un algorithme spécifique à la demande client. Bon, ceux qui embarquent un téléphone, on se limite à l'autonomie du téléphone, hein. Après, bon, quand on lance une application de réalité virtuelle ou augmentée, ça consomme un peu plus de batterie. Donc on va parler de quelques heures, quoi, hein. Les casques qui embarquent leur système d'exploitation aussi, on est sur peut-être 8 heures d'autonomie. Et après, ceux qui sont branchés sur des PC, ben, il n'y a pas de limite, quoi. On est branché sur le secteur, donc il n'y a pas de problème d'autonomie, tant qu'ils sont branchés au PC, quoi. Pour la réalité augmentée, il y a déjà le Google Glass qui existe. Ça n'a pas très bien marché parce que il faut que la réalité augmentée apporte de l'information à l'utilisateur, mais il ne faut pas non plus qu'elle le gêne dans sa démarche et dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est le frein principal, le fait que l'on doive utiliser un objet, et un objet qui n'est pas forcément agréable à porter. Donc, à voir en fonction des outils, des objets qui seront développés dans le futur, d'un point de vue esthétique et agréable pour l'expérience. Des prochains objets, c'est une question difficile, puisque nous, on ne design pas d'objets, donc c'est pas vraiment notre cœur de métier, mais il faut qu'il soit le plus réduit possible et qu'il soit le plus instinctif possible. Je ferai le parallèle avec les téléphones. Aujourd'hui, ces téléphones sont très bien, mais ils sont très lourds, très gros, et on voit que les constructeurs veulent réduire la taille du téléphone, le réduire à une feuille de papier. Donc si on part sur des modèles comme ça, je pense que ce sera très agréable pour utiliser des technologies comme la réalité virtuelle ou augmentée. Il faut savoir, juste pour compléter, à l'heure actuelle, hein, vraiment, toute l'attention se focalise sur les smartphones, hein, dans les deux domaines, hein. De toute façon, dès qu'on arrivera à embarquer tout ce qu'on veut là-dessus, en réalité augmentée, ça suffit, hein.
on accède à l'information quand on le souhaite, on ouvre son téléphone, on récupère l'information. Ça sert à rien d'embarquer des lunettes spéciales. Il y a eu l'exemple des oreillettes Bluetooth, quoi, hein, voilà, qui n'a pas marché parce que les gens ils veulent pas se balader avec un objet visible, technologique à leur oreille et puis se faire braquer dans la rue. Donc voilà, c'est tout s'axe là-dessus, hein, sur le smartphone dans les développements, sur les deux domaines, quoi. Ouais, alors il y a la partie fournisseur de matériel. Bon, faut savoir que nous en Europe, on est très très loin derrière les Américains ou les Chinois, hein, pour la partie matérielle. Après, au niveau utilisation, là c'est difficile de répondre, hein, mais l'utilisation de la réalité virtuelle et augmentée n'est pas encore très développée, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est sûr qu'on est très loin derrière certains pays comme la Corée du Sud ou le Japon qui ont vraiment une longueur d'avance. Je dirais qu'en termes d'industrie qui travaille dans le secteur, on est quand même bien loti en France, hein, avec toute une région autour de Laval et puis de la région parisienne où on a vraiment des startups qui sont vraiment très en pointe au niveau mondial sur le sujet de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On a des sociétés en Bretagne qui travaillent à travers le monde sur l'immobilier, justement, de la représentation 3D. Après, bon, c'est sûr qu'aux États-Unis, ils ont une force de feu qui est quand même plus impressionnante, mais bon, nous, on a des cerveaux qui sont un peu plus pointus, on va dire, en France, si ça répond à la question. En ce qui concerne l'utilisation par les clients, effectivement, comme Gaël l'a dit, c'est difficile de répondre. En ce qui concerne la conception de solutions, je pense que en France et en Europe, on a notre carte à jouer. Sur des problématiques comme les nôtres, nos concurrents directs sont les États-Unis. La Chine, d'un côté, parce qu'elle a un cadre réglementaire qui est spécial, qui est propre à elle, et qui lui permet de développer des solutions qui sont plus intrusives. Et autrement, il y a deux autres grands pionniers que sont Israël et la Russie sur ce genre de technologie. Donc c'est typiquement des pays avec lesquels on est en concurrence directe. Maintenant, sur l'utilisation client, nos types de solutions sont... Il y a un secteur dans lequel qui n'a pas pris de retard, si je peux formuler les choses comme ça, c'est la sécurité, puisque les budgets sont plus importants et c'est toujours un peu plus simple de dépenser de l'argent pour la sécurité que pour le marketing. Donc c'est un secteur qui n'hésite pas à innover sur ce genre de technologie pour avoir des systèmes d'alerte qui sont le plus réactifs possible. Après, sur la partie marketing, il y a eu des gros développements faits sur le retail, donc tout ce qui est hypermarchés, supermarchés, centres commerciaux. C'est un secteur où beaucoup d'entreprises vont sur lesquelles elles vont se ruer. C'est un peu chargé en ce moment, donc la compétition est élevée, mais c'est clairement une toute petite partie de l'iceberg, puisqu'il y a énormément de champs d'application. Le retail étant qu'un axe particulier, mais il y a toute la réponse des problématiques à la vie de la cité, tous les autres types de magasins, les centres-villes qui, eux, ne font pas partie des centres commerciaux, pour lesquels il faut être capable d'apporter une réponse efficace grâce à la réalité augmentée ou virtuelle. Il y a aussi la problématique des transports en commun, qui est très peu traitée par ce genre de technologie. Donc il y a un gros potentiel de croissance. Et aujourd'hui, en France, particulièrement à Synergie, on a des bonnes sociétés qui travaillent sur ces problématiques. Oui, c'est toujours la question qu'on nous pose. Je ne sais pas trop comment y répondre, parce que c'est mon tempérament est de dire avançons avec la technologie, et de toute façon, si on ne veut pas aller avec l'évolution du temps, ça va jouer contre nous, un peu comme tout ce qui s'est passé depuis que l'homme est sur Terre, hein. Si on avait refusé d'utiliser le feu, on aurait été bien prisonniers au fond de nos grottes. Donc il faut aller avec la technologie, il faut avoir aussi plusieurs exemples en tête. Est-ce qu'on veut aller sur un modèle où la technologie est extrêmement intrusive et permet
d'être le plus efficace possible. C'est pas forcément ce vers quoi nous on se dirige. On se dirige vers une technologie qui est au bénéfice de la personne utilisée, puisque finalement, on ne parle pas d'utilisateur. L'utilisateur, la personne qui va nous contacter en tant que client est l'utilisateur de la technologie, mais il y a une personne qui n'est jamais prise en compte, c'est la personne utilisée, qui, elle, n'est pas forcément consciente du fait qu'elle est utilisée par la technologie. Donc, il faut qu'elle ait un apport et que, in fine, ce soit elle également qui profite de l'utilisation de ces technologies-là. Et une façon de le voir, c'est la conception d'algorithmes entièrement anonymisés, du moins qui donnent des données entièrement anonymisées et qui ne permettent pas que aux clients, à nos clients, d'augmenter leur chiffre d'affaires, mais aussi qui permettent aux citoyens d'avoir des interactions qui sont fluidifiées et simplifiées. Ça peut être réduire les temps d'attente dans les aéroports. On voit très bien la crise qu'a généré les retards sur British Airways. Donc être capable de qualifier le bien-être, le niveau de stress dans un aéroport, bah, c'est pas que pour d'un côté intrusif de la chose, mais c'est aussi prévenir les risques de bousculade, les risques de surstress d'une zone et agir de façon proactive avant que les gens perdent patience. Oui, bah, alors il y a deux, c'est vrai que j'ai pas trop traité ce côté figé de la réalité augmentée, qui est la partie où on rentre dans un magasin, et sur le côté gauche, on sait que ce sont des yaourts, et on le sait par avance, parce que c'est toujours comme ça. Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, vous avez un petit pop-up qui arrive et qui vous met yaourt promotion sur les produits Danone. Ça, c'est un axe de la réalité augmentée, et c'est un axe qui est figé et qui est lourd en termes d'évolution. C'est-à-dire que si vous changez votre rayon, il faut que vous appeliez votre développeur et qu'il change l'interface de réalité augmentée. Donc ça, c'est un domaine sur lequel je n'ai pas trop insisté. Le domaine qui nous intéresse le plus, c'est un domaine qui est évolutif et qui prend conscience de son environnement, donc qui est amené à détecter les yaourts et aussi, si possible, en détecter les marques. Et une fois que ce système est mis en place, c'est à l'utilisateur de choisir le mode d'affichage sur la réalité augmentée. Donc, est-ce que vous voulez une petite étoile qui clignote quand la personne visualise le champ avec son téléphone et voit effectivement qu'il y a marqué yaourt et qu'il y a marqué Danone Nature et une petite étoile, promotion 10%. Donc ça peut être affiché comme ça. Mais le côté le plus intéressant pour nous, c'est vraiment de fournir un système qui est capable de prendre conscience de son environnement pour que l'utilisateur puisse mettre des filtres qui, en fonction de la saisonnalité de l'information, puissent changer et dire aujourd'hui je mets une promotion sur mes yaourts, demain je mets une promotion sur les chaussures et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut être capable d'avoir tout un système qui reconnaisse les objets pour que ce soit évolutif.